Voir le beau en chacun avec Optical Center, la seule enseigne optique et audition présente en France et en Israël. Ravi de vous retrouver ce soir pour de nouvelles conversations. Nous sommes ensemble pour 1 heure de direct. Voici tout de suite le sommaire de votre émission. Ça fait 44 ans qu'on vous rabat les oreilles, mesdames, messieurs, avec la journée de la femme. Et bien ça va continuer pour 1 heure de plus, pour aujourd'hui en tout cas. Alors moi je ne suis pas particulièrement féministe, mais je suis pour le développement, l'épanouissement personnel, qu'on soit homme ou femme, en respectant bien évidemment son prochain. Du coup ce soir, on a décidé de parler de la femme sous différents aspects. La femme du Moyen-Orient versus la femme européenne. La femme chef d'entreprise qui évolue dans une société patriarcale. La femme qui bouscule les lignes sans fomenter de révolution. La femme qui, dès son plus jeune âge, comprend qu'elle a un rôle, qu'elle soit d'abord laïque ou qu'elle devienne orthodoxe. Plus qu'une émission dédiée à la femme, je voulais vous présenter des femmes qui comptent pour moi, mais qui comptent aussi dans la société d'aujourd'hui. Alors certes, il n'y a pas de journée de l'homme, enfin il y en a une, c'est le 19 novembre, mais elle n'est pas tout à fait ni reconnue ni connue. Mais gardons toujours en tête que derrière chaque grande femme se cache un homme. Et voilà, et pour commencer avec les femmes, eh bien on va parler des femmes israéliennes influentes. Et si le rendez-vous n'est pas forcément à l'agenda de chaque Israélien, c'est l'occasion de se pencher sur celles qui influent aujourd'hui sur les grandes évolutions au sein du pays, de la culture à la politique. Passage en revue de quelques portraits qui comptent aujourd'hui en Israël. Déborah Benayoun. Qui sont les femmes les plus influentes d'Israël ? En cette journée internationale des droits des femmes, le journal Maariv va tenter de répondre à cette question. En tête du classement, la présidente de la Cour suprême israélienne, Esther Hayout. Peu connue à l'international, elle dirige néanmoins l'une des institutions les plus importantes du pays. Cette femme de poigne s'est parfois révoltée contre ce qu'elle considère comme une tentative de nuire au système qu'elle dirige, tout en évitant toute confrontation directe. Bien qu'elle ne soit pas directement engagée en politique, la deuxième femme du classement joue un rôle primordial dans le paysage politique. Sarah Netanyahou, femme du Premier ministre Benjamin Netanyahou, s'assure d'accompagner son mari dans tous ses déplacements. Certains experts considèrent qu'elle influence la politique du pays. Propulsée dans la sphère médiatique ces dernières semaines, Maariv la considère comme la meilleure chose qui soit arrivée au Parti travailliste depuis l'époque d'Yitzhak Rabin. Merav Michaeli semble dépoussiérer le Parti travailliste depuis qu'elle en a pris la tête et lui permet peu à peu de reprendre des couleurs dans les sondages. Mais en ces temps de campagne électorale, on n'oublie pas de citer l'une des femmes de droite les plus inspirantes de sa génération, Ayelet Shaked. Jeune et dynamique, elle a rapidement gravi les échelons et marqué les esprits lorsqu'elle devient ministre de la Justice. Toujours aux côtés de Naftali Bennett, son parcours aux prochaines élections sera scruté de près. Dernier profil politique, mais pas des moindres, la députée Likoud Yifat Chacha Bitton. Peu connue jusqu'ici, c'est paradoxalement la crise du coronavirus qui lui aura permis de se révéler. Nommée à la tête de la fameuse commission Corona de la Knesset, en charge de la mise en place des restrictions dans le pays, elle s'est à plusieurs reprises opposée à des décisions qu'elle a jugées inutiles ou inefficaces et néfastes pour la population. En s'élevant contre le gouvernement, elle s'est attirée la sympathie du public. Mais en dehors de la politique, c'est dans le cinéma que des personnalités tirent leur épingle du jeu et parviennent même à se démarquer à Hollywood. Comment ne pas évoquer la Wonder Woman israélienne Gal Gadot, qui, en temps normal, navigue entre tapis rouge et récompenses aux Oscars. Et voilà, nous aussi, on a notre panel de jolies dames avec vous. La leader et membre du Likoud, Nathalie Garçon, fondatrice et CEO de Born to Do Business for Women. Et Michael, vous êtes le représentant de la jante masculine ce soir, Michael Darmon, depuis Paris. Merci à vous d'être avec nous. Alors, Lali, je voudrais d'abord qu'on rebondisse sur ce qu'on vient d'entendre. 30 femmes dans cette Knesset actuelle, qui va mourir d'ici peu, mais enfin, 30 femmes quand même, c'est un record depuis le début de toutes les Knesset, les parlements israéliens qu'on a connus. Oui, c'est un record et puis ça correspond vraiment à une espèce d'évolution, on va dire, dans la société israélienne où les femmes prennent de plus en plus de place et bien entendu, ça a des répercussions sur le monde politique, bien entendu, c'est évident. Des femmes qui exigent d'avoir leur place, il y a même une formation de femmes orthodoxes, on va peut-être en parler un peu plus, qui exigent de faire partie des partis orthodoxes, des formations orthodoxes, alors que bien
entendu, ces places leur sont refusées pour des motifs religieux ou pour des motifs sociaux, on va dire. Mais oui, c'est en effet une évolution de la société israélienne qui donne de plus en plus de place à la femme, tout en restant une société tout à fait patriarcale. Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Mais oui, la représentation féminine, et ça fait partie un peu bonne représentation féminine à la Knesset, la meilleure de tous les temps. En revanche, on a le sentiment que la période Golda Meir, qui a vu naître et mettre à la tête de l'État une femme, elle est un peu révolue. Moi, je ne vois pas demain une Merav Michaeli ou Ayelet Shaked aller au-devant devenir Premier ministre. Merav Michaeli, peut-être pas, mais pas parce que c'est une femme, mais surtout parce que son parti est en perte de vitesse, on va dire. Ayelet Shaked, oui, elle avait des visées, elle a toujours des visées d'être Premier ministre, et c'est tout à fait possible. Encore une fois, je pense qu'elle ne sera pas Premier ministre parce qu'elle est une femme. Le vote féminin pour des femmes, ou le vote masculin, des hommes qui voteraient parce que c'est une femme, ça n'existe pas en Israël, et moi je suis tout à fait heureuse que ce soit le cas, parce que je ne voudrais sûrement pas avoir ma place à la Knesset uniquement parce que j'ai des gènes XX, d'accord ? Je voudrais avoir ma place parce que j'ai des choses à dire, et parce que c'est des choses intéressantes à dire, et j'ai un apport à donner à ce pays. Mais oui, en effet, Golda Meir, c'est assez intéressant parce que c'était en effet la première Premier ministre, on va dire même dans le monde occidental, on va dire. Mais est-ce que c'était vraiment une femme qui se représentait comme une femme, qui se présentait comme une femme ? Je crois pas. Elle était en effet, elle aimait beaucoup être à la cuisine, et elle se faisait prendre en photo à la cuisine, mais ce n'était pas son côté féminin qui était mis en avant dans son approche politique. Et là maintenant, oui, en effet, on voit des femmes comme Ayelet Shaked, comme Chacha Bitton, pomponnées, maquillées, qui montrent leur féminité, qui n'ont pas honte de la montrer, et qui présentent ça en effet comme un atout. Et ça, c'est une nouveauté, et c'est quelque chose d'assez, moi je trouve ça assez génial dans une société encore une fois aussi traditionnaliste et patriarcale que la société israélienne. Justement, Nathalie, Lali parle de société patriarcale. La femme israélienne et la femme européenne, est-ce qu'on peut parler d'un même combat ? Alors, j'allais justement rebondir sur ce que Lali disait, parce que c'est vrai que Golda Meir, c'était une femme, mais est-ce qu'elle avait un leadership au féminin ? Et est-ce qu'on peut parler de leadership au féminin, leadership au masculin ? Je pense que c'est pas juste est-ce qu'on est une femme ou est-ce qu'on est un homme, c'est quel genre de leadership on met en place. Et par rapport aux femmes occidentales, en tout cas femmes européennes, femmes israéliennes, comme le disait Lali justement, c'est sûr que la société israélienne est très conservatrice, c'est aussi beaucoup basé sur le système militaire, c'est aussi beaucoup les femmes qui ont une valeur de rester à la maison, d'éduquer les enfants. C'est une société qui se met d'accord sur ça. Mais il y a aussi la volonté d'être carriériste. C'est la Startup Nation. On entreprend, on prend des risques, on se lance. Et donc, il y a cette contradiction comme ça entre la Startup Nation qui est vraiment là pour pousser et pour valoriser l'entrepreneuriat, et quelque part aussi la femme qui veut quand même rester à la maison et qui veut aider et qui veut être là pour ses enfants. Donc, il y a cette contradiction. On sent qu'on est encore au Moyen-Orient avec cette journée de la femme. Michael, une réaction justement à tout ça, vous qui avez vécu des manifestations intenses ce week-end ? Oui, effectivement, et on en vit encore aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui aussi, bien évidemment, en France, la journée des droits des femmes. Il y a eu beaucoup de manifestations. C'est une donnée extrêmement sensible, je dirais, en Europe et en France en particulier. On est rentré maintenant dans l'ère des tableaux, des baromètres, des sanctions si dans la fonction publique, comme l'annonçait hier la ministre de la fonction publique, eh bien, si la parité entre des salaires n'est pas respectée, alors il y aura des amendes, il y a des référents diversité, égalité, parité qui sont dans l'administration. Donc ce principe est extrêmement surveillé. Et à côté de cela, bien évidemment, une très grande sensibilité concernant, on l'a souvent évoqué, tout ce que sont les alertes, l'éducation à l'antimachisme, contre les agressions sexuelles et toutes les formes de discrimination. Ce qui est intéressant en vous écoutant depuis le début et en voyant les reportages et les portraits des femmes influentes en Israël, c'est qu'au fond on retrouve cette forme de tension qui est à l'origine aussi de cette société qui avait été en particulier fondée par des personnalités qui venaient sur un mode un peu révolutionnaire, qui venaient un petit peu sur la pensée égalitariste, marxiste, qui notamment dans les kibboutz voulaient totalement effacer l'égalité, les différences et instaurer une égalité absolue. On a bien vu
comment effectivement ça a évolué. Aujourd'hui, vous posez comme principe que c'est une société patriarcale. Ça n'a pas du tout été le cas depuis le début. Et Golda Meir était effectivement l'incarnation, le point de fusion, je dirais, de ce non-féminisme tout en étant une femme. Et puis on a beaucoup... Du point de vue de l'Europe, on a beaucoup regardé la société israélienne comme étant très en avance du point de vue de la parité, notamment avec le service militaire des filles, des jeunes filles, et les fonctions que l'on pouvait donner importantes, très importantes, opérationnelles, à des femmes dans l'armée israélienne. Personnellement, une de mes instructrices à l'époque, pour justement apprendre à conduire des tanks ou à faire d'autres activités. C'était des instructrices filles, et c'était quelque chose de tout à fait normal, alors qu'en France, depuis hier, eh bien, on présente comme étant aussi une exception la première femme commandant de troupes de CRS. Vous voyez comme quoi il y a beaucoup à la fois dans les deux sociétés des progrès encore à accomplir, mais les deux ont de ce point de vue aussi une conscience très forte que la place de la femme, bien évidemment, n'est même plus à discuter. Alors, je voudrais donner la parole à présent à Arnaud Lacheret, prof de sciences politiques. Il est à Bahreïn. Arnaud, bonsoir. Vous êtes aussi, on le voit derrière vous à l'écran, votre livre, vous êtes l'auteur de La femme et l'avenir du Golfe. Est-ce que, en tant que professeur occidental, est-ce qu'il a été facile de mener des entretiens avec des femmes du Golfe ? Alors bizarrement, oui. En fait, au départ, quand on arrive, on vient de l'Occident, on vient de la France, etc. On a plein d'idées. J'ai débarqué et j'ai mis un peu longtemps quand même pour m'y faire, pour commencer à voir que mes étudiantes venaient dans mon bureau, s'enfermer avec moi pour discuter. Alors souvent, c'était pour discuter de notes. La plupart du temps, c'est des conversations d'étudiants à directeurs. C'est assez simple. Mais je me suis aperçu qu'elle parlait de plus en plus. Et en fait... Bon, le manque de courage est plutôt venu de moi. C'est moi qui n'ai pas osé. Donc j'ai mis quasiment 1 an avant de commencer à en attraper une, lui dire écoutez, est-ce que ça vous dirait qu'on discute ensemble, qu'on ait la conversation qu'on vient d'avoir, mais qu'on l'enregistre. Comme ça, voilà, c'est pour faire un livre, une étude, etc. Et elle m'a dit oui, très rapidement. Ensuite, on a continué, voilà, au fur et à mesure, j'ai demandé à d'autres, puis ensuite, elles m'ont amené des amis, puis ensuite, voilà. Et en fait, ça a été relativement simple, et c'est étonnamment plus simple que ce que j'aurais pu imaginer. Alors justement, qui sont-elles, ces femmes que vous avez rencontrées? D'où elles viennent? Alors, la moitié viennent d'Arabie Saoudite, l'autre moitié, ça se partage entre le Bahreïn et le Koweït. Ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu prendre des femmes qui étaient dans l'encadrement moyen, c'est-à-dire que ce sont des managers, mais pas du top management, des femmes qui commencent leur carrière, donc entre 30 et 40 ans, qui commencent à décoller dans le privé et qui sont quand même assez âgées pour avoir vécu la période d'avant. C'est-à-dire la période, notamment en Arabie Saoudite, où c'était la ségrégation complète. C'est-à-dire où elles n'avaient même pas le droit de se balader avec un mec qui n'était pas leur mari ou un membre de leur famille. Et où globalement, elles pouvaient même pas sortir de chez elles. Donc voilà, c'était pour pouvoir voir des femmes qui avaient vécu l'avant et qui commençaient justement à profiter des réformes et de l'ouverture plutôt libérale des différents pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite en particulier. Et quant au Bahreïn, c'était davantage justement pour voir comment elles avaient vécu les 10 dernières années, si ça avait progressé ou pas, comment ça se passait. Voilà, donc globalement, des femmes entre 30 et 50 ans, cadre moyen, parfois un petit peu plus. Alors, on parle beaucoup justement d'émancipation professionnelle dans cette émission. L'émancipation professionnelle des Saoudiennes, des Bahreïnies, elle vient de quoi? Est-ce que ça vient d'une avancée de la société, d'une nécessité de contribuer aux revenus du foyer? Alors il y a toutes les explications, bien sûr. La première, elle est évidente, et c'est la baisse du prix du pétrole. C'est le fait que le Royaume a aussi envie de passer à l'ère du post-pétrole, donc forcément il faut que davantage de personnes travaillent dans d'autres secteurs. C'est le fait qu'il n'y a plus beaucoup d'argent public, donc on ne peut pas mettre la population sous perfusion en permanence. Et donc à un moment donné, il faut ouvrir le marché du travail. Le problème, c'est que juste ouvrir le marché du travail comme ça, on peut faire toutes les lois positives qu'on veut, ça ne fonctionnera pas parce que ça reste un pays avec un front très conservateur, très traditionnel, avec une structure familiale qui est assez corsetée.
Et donc, il faut trouver aussi le moyen d'y trouver un avantage. Et donc, il faut aussi travailler la société en elle-même. Et ça a été le rôle de ces femmes. Ces femmes, une fois qu'elles ont eu le droit de faire des études, de partir, etc., enfin, de partir pour travailler, etc., elles ont dû se battre. Alors, j'aime pas trop le mot se battre, d'ailleurs, il m'est beaucoup reproché ici dans le monde arabe. Elles ont dû négocier, entamer un processus de négociation avec leur père, avec leur mari, avec les hommes de la famille, parfois même avec les femmes de la famille, pour dire je peux le faire, je peux être la première, la première de ma famille à se mettre à travailler, à me mettre à faire des études et à me mettre à faire quelque chose de ma vie. Justement, il est intéressant, Arnaud, le vocable que vous utilisez. Il n'y a pas de lutte à proprement parler pour l'émancipation des femmes dans ces régions ? Alors c'est ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, c'est un sociologue américain, mais on va dire que c'est moi, c'est ce que j'appelle un non-mouvement social. Voilà, c'est le social non-movement. C'est-à-dire que comme ce sont des pays où la société civile est très timide, où l'expression politique est encore très réduite, on fait de la politique sans faire de mouvement collectif. Et en fait, c'est en reproduisant un schéma au sein de la famille, chaque femme qui en a eu la possibilité a reproduit ce schéma-là, qu'au final, on fait changer les mentalités par le bas. Et ça, c'est la principale découverte de ce livre, et c'est ce qui plaît beaucoup ici dans le Golfe, c'est qu'on parvient à changer les mentalités très conservatrices sans brusquer personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un gilet jaune, on ne va pas faire les suffragettes, pardon, mais on ne va pas faire de militantisme qui pourrait heurter le pouvoir, mais aussi des sociétés très conservatrices. On va changer tout ça par le bas au sein de la cellule familiale et on va faire changer la mentalité des hommes. Et ça fonctionne. Ça fait 4 ans. Et il y a 4 ans, enfin, à chaque fois que je vois des gens qui connaissent bien l'Arabie Saoudite et ils confirment ce que j'ai vu moi-même, en 4 ans, ce n'est plus le même pays. Très clairement. Merci Arnaud, c'est très intéressant ce que vous nous dites et on va y revenir dans un instant. On continue notre discussion avec le reste de notre panel ici. Voilà, Lali, vous avez quelque chose à dire là-dessus sur oui, tout parce ce que c'est exactement comme ça que ça se passe dans la société traditionnelle, ce qu'on appelle Massorti en Israël, c'est-à-dire que des femmes séfarades, par exemple, il y a eu un film qui a été fait qui s'appelle Isma Khatani sur des femmes qui voulaient avoir leur place à la synagogue et donc elles font toutes sortes d'actions justement par en dessous, elles essaient doucement, sans brandir de drapeau. Et alors, à ce moment-là, il y a un groupe de féministes dans le film qui vient avec des drapeaux et avec des pancartes et qui leur demandent donc d'exiger leur place, etc. Et ces femmes, elles leur disent, mais non, c'est pas comme ça qu'on travaille, nous, c'est pas comme ça qu'on agit. Et elles réussissent à obtenir gain de cause. Et je trouve que c'est extraordinaire le parallèle avec ce que Arnaud vient de dire pour le Golfe. C'est peut-être ça, la recette du succès. Alors, Nathalie, justement, Israël, dans tout ça, Israël se positionne pas mal finalement si on regarde les femmes entrepreneurs. Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, cette année, Israël a été positionné comme meilleur pays pour femmes entrepreneuses par l'étude Mastercard. Donc, c'est un vrai succès et vraiment reconnu comme étant un pays. Donc, c'est la Startup Nation, clairement. Mais c'est vrai que les femmes entrepreneurs, comme le disait Lali, en fait, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est-à-dire que c'est pas seulement faire du business ou être dans la Startup Nation, mais c'est aussi le faire d'une manière féminine. Et donc, on revient aussi à cette manière de faire les choses. C'est pas forcément du féminisme ou de la révolte ou prendre quelque chose qui n'est pas à nous, parce que ça, c'est une manière masculine. Et donc, je pense que la vraie victoire ici, c'est vraiment de le faire de manière féminin et aussi de se positionner comme entrepreneuse qui peut avoir un impact, qui peut faire une contribution à un business social, quelque chose qui va changer quelque chose. Et je pense qu'en Israël, on est bien positionné par rapport à ça. Ce sont des femmes qui savent vraiment quel est le sens de leur activité, de leur activisme et comment elles veulent apporter un changement à la société. Donc, c'est un business qui est fait par des femmes, mais aussi fait de manière féminine. Et c'est pas la même chose. Et c'est important à souligner. Alors, je vous propose une rencontre à présent. On part encore à Dubaï et on va retrouver Louzine Merabi. Louzine, bonsoir. Alors, vous êtes négociatrice internationale et depuis un moment, vous vous concentrez sur du coaching en épanouissement personnel. Vous parlez 5 langues, vous avez 4 nationalités et vous avez fait 15 ans de salle de marché, suivi du monde de la négociation professionnelle. Il y a du travail à faire pour arriver à un niveau d'égalité. Alors justement, c'est quoi l'écueil à éviter ? Alors, il y en a énormément. En tant que femme, je pense qu'une des grandes erreurs que nous faisons nous-mêmes en tant que femmes, c'est s'auto-censurer. C'est soi-même ne pas prendre l'initiative, ne pas demander l'augmentation de salaire, ne pas même postuler à un job si on n'a pas tous les critères demandés. Et c'est quelque chose qui arrive beaucoup, je le vois beaucoup dans mon entourage et moi-même, je l'ai fait énormément. Pour donner un exemple, quand moi-même j'avais été formée pour devenir négociatrice professionnelle,
il fallait faire un test de négociation. Et puis j'avais eu un score assez élevé et on m'a demandé de postuler pour devenir négociatrice certifiée, Certified Professional Negotiator. Et puis je suis allée sur le site pour regarder le jury qui allait juger de ça. Et là, je vois des gens incroyables, un négociateur du FBI, une avocate israélienne. Et j'étais tellement impressionnée que moi-même, je n'ai pas envoyé les documents en me disant non, mais ils ne vont jamais me choisir, je ne serai jamais élue. Et plus tard, c'est eux-mêmes qui m'ont redemandé envoie les documents parce que tu pourrais être certifiée. Et là, j'ai appris une chose, c'est que je me suis auto-censurée avant même de donner le droit aux autres de me dire non. Je me suis dit non moi-même. Et ça, c'est une des choses que beaucoup de femmes font. Et on doit apprendre de ça pour éviter de le faire et prendre les opportunités et demander. Parce que si on ne demande pas, on n'a pas. Alors c'est plutôt un monde d'hommes, le monde de la négociation, a priori en tout cas, le monde de la négociation, le monde des salles de marché et des marchés financiers aussi. Comment vous vous y êtes prise pour vous frayer votre chemin, votre place? Oui, donc j'ai commencé en salle de marché, j'y ai traîné pendant 15 ans et maintenant je suis négociatrice professionnelle. Les deux mondes, ce sont des mondes où l'homme, le masculin est dominant. Ça c'est évident et c'est toujours le cas. Comment je me suis prise? Par trial and error, je dirais, j'ai appris des choses. Et une des erreurs que j'ai essayé au début, c'était de faire comme si je n'étais pas une femme, de vraiment tellement vouloir être comme eux que je négligeais le côté féminin, alors qu'il y a énormément d'avantages à être une femme dans n'importe quelle circonstance. Et j'ai appris qu'au lieu de cacher une partie de nous parce qu'on pense que ce n'est pas ce qui est demandé ou valorisé, au contraire, il faut se connaître, il faut faire ce voyage interne pour se connaître, qui suis-je, quels sont mes avantages et qu'est-ce que j'apporte, que ce soit en salle de marché, table de négociation ou n'importe où d'autre, quels sont mes points forts et comment je peux les utiliser pour faire grandir tout le monde finalement. Alors justement, on va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord, vous avez le sentiment, avec toutes ces années au contact de l'homme et des hommes et des femmes dans ces domaines, vous avez le sentiment que c'est la femme qui a changé ou que c'est l'homme, ou les deux? Déjà, ça dépend parce que ça n'a pas forcément changé partout. Et puis, c'est aussi un changement qui n'est pas linéaire et qui n'est pas acquis. Quand on regarde les droits des femmes, on pense souvent que c'est linéaire, c'est step by step. Et puis, petit à petit, on acquit des droits et puis les choses évoluent et les choses avancent. Sauf que, n'oublions pas que dans certains pays, il y a aussi eu des situations où les droits des femmes ont été acquis et après, ça a été reculé. Regardez dans les pays comme l'Afghanistan, par exemple, les pays comme l'Iran, par exemple, où les femmes, pendant un moment, vivaient librement, assez évolué. Et puis, il suffit d'une seule crise pour reperdre toutes ces choses qu'on croit normales, qu'on croit acquis, qu'on croit maintenant devenant partie de la société. Et puis, souffle, on peut les perdre. Donc, l'évolution, oui. Dans certains pays, oui. Dans certains pays, non. Donc, il y a encore énormément de travail à faire. Et je pense que, bien évidemment, pour arriver à quelque chose de vraiment équitable, il faut que les deux changent, il faut que la vision change, il faut que le regard de la société change. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a énormément de travail encore. Comment vous la voyez, la femme du Moyen-Orient, d'ici quelques années ou quelques décennies? Comment vous la définiriez même aujourd'hui? Alors déjà, comment on définit le Moyen-Orient? Il y a énormément de différences déjà entre les pays du Moyen-Orient. Quand on regarde encore une fois l'Iran, la femme n'a pas du tout les mêmes droits que la femme ici, par exemple, aux Émirats arabes unis où j'habite. Ici, les femmes sont plutôt en sécurité, les femmes sont mises en avant, les femmes sont valorisées et ont le droit de travailler dans n'importe quel secteur allant jusqu'au gouvernement. Il y a énormément de femmes ministres ici aux Émirats arabes unis. Et là, donc, c'est le progrès positif, je dirais, parce qu'on avance, on a les mêmes opportunités, on a les mêmes chances. Et la féminité est même quelque chose de valorisé parce qu'on comprend qu'on n'amène pas une femme dans un secteur, dans un métier ou sur une table de négociation uniquement pour faire joli ou il y a des avantages à être une femme et il y a des avantages à avoir des équipes diverses où chacun apporte ses avantages, son expertise, son expérience et on grandit ensemble avec cette diversité. Donc,
Le Moyen-Orient, je pense qu'il n'y en a pas un, il y a différents Moyen-Orient, ça dépend du pays. Et puis comment ça évolue, encore une fois, ça dépend du pays. Et puis n'oublions pas, encore une fois, qu'on peut évoluer, mais on peut aussi reculer. Ouais. Et vous aviez parlé, Louzine, puisque vous êtes spécialiste de négociation avec l'autre, mais aussi de négociation, et vous en parlez beaucoup, de négociation avec soi-même. Quels sont les points sur lesquels vous ne transigez pas, vous ne négociez pas avec vous-même? Ça, c'est une excellente question parce que beaucoup de gens pensent que tout est négociable. Est-ce que tout est négociable? Absolument pas. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et ça peut être très différent entre moi et vous. Ça, c'est très, très personnel. Qu'est-ce qui est non négociable? C'est important que chacun se pose cette question pour dire, pour moi, quels sont mes non négociables? Et je pense que c'est dans le sens où on arrive à ces valeurs. Quelles sont les valeurs sur lesquelles on ne transige pas? Et si on touche à ça, c'est un breaking point, on arrête la négociation, on n'avance pas. Pour moi, mes valeurs, c'est la liberté, c'est la famille, c'est la santé. Ça, c'est 3 choses sur lesquelles je ne négocie pas, je ne transige pas, et il ne faut pas venir me chercher sur ce terrain-là. C'est des valeurs que vous portez haut et fort aussi et que vous défendez lors des différents conseils auxquels vous faites partie. Merci beaucoup, Louzine, d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Allez, il nous reste justement une minute avant de rendre l'antenne et avant de continuer, bien évidemment, à reparler de cette journée des droits des femmes. Michael, un petit mot pour clore cette première partie de nos conversations. Oui, on voit bien une fois de plus que le dialogue et les discussions et les enjeux qui sont maintenant exposés à travers le Moyen-Orient, dans la société israélienne, en Europe, montre bien à quel point on est encore dans une mutation d'époque. Il y a des exigences aujourd'hui, puisqu'on parle de la sphère économique et du monde de l'entreprise, qui sont maintenant vraiment celles de l'égalité des salaires au plus haut niveau. Juste une indication, en France, vous avez 43% des entreprises de plus de 1000 salariés qui ont moins de 2 femmes dans les 10 plus hauts salaires qui peuvent exister. Donc il reste encore de ce point de vue-là des progrès à faire. Et je dirais qu'en ce qui concerne ce qu'on a beaucoup évoqué concernant ces sociétés très traditionnelles, eh bien, c'est aussi l'égalité dans le monde religieux. Merci Michael, on se retrouve dans quelques instants, on continue à parler des droits des femmes, restez avec nous. Retour sur le plateau de vos conversations. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez avec nos invités ici à Tel Aviv, Lali Deré, Nathalie Garçon. Merci à vous d'être ici. À Paris, Michael Darmon et puis Angela Romsi depuis Dubaï. Merci à vous Angela de nous avoir rejoints. Alors Israël, d'abord, et une devinette. Quel est le point commun entre Ayelet Sheked, Pnina Tamachato ou encore Tamar Zandberg? Toutes 3 députés ou ministres, membres de partis de droite ou d'extrême gauche, elles ont toutes joué le jeu et poussé la chansonnette pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et elles peuvent dénoncer cela en chœur quand on sait que la Knesset compte aujourd'hui son record des femmes. On en a parlé, regardez. Israël aime rappeler que Golda Meir a été à la tête du gouvernement au début des années 70. Une façon de montrer au monde que la petite démocratie du Moyen-Orient voyait déjà loin. Et pourtant, force est de constater que la présence des femmes à la Knesset depuis cette époque n'a pas beaucoup évolué. En 1949, la première Knesset comptait 11 femmes sur 120 députés, soit à peine 10%. Désormais, au crépuscule de la 23e, plus de 70 ans plus tard, le Parlement israélien en compte 30, soit seulement 25%. Une évolution notable, mais encore très loin de représenter la société israélienne dans son ensemble, qui compte 51% de femmes. Sans oublier un autre constat, une seule femme a présidé la Knesset sur les 18 présidents qu'a compté l'Assemblée dans toute son histoire. Peu de femmes ont également occupé les postes de vice-présidente. La tendance n'est pas franchement meilleure du côté des ministères. Jusqu'au précédent gouvernement, le nombre de femmes ministres oscillait entre 0 et 4. Actuellement, 8 femmes politiques occupent des fonctions ministérielles sur 36 ministres au total, soit 23,5%. Un progrès certain, mais qui reste encore décevant, d'autant que les portefeuilles occupés sont considérés comme moins prestigieux. Protection de l'environnement, diaspora, égalité sociale, transport, entre autres.
Bien que peu nombreuses, ces femmes n'en sont pas moins engagées. À l'occasion de la Journée des droits des femmes, elles ont décidé de participer à un clip vidéo. Objectif, dénoncer les violences que les femmes subissent. Parmi les 21 personnalités israéliennes participantes, Ayelet Shaked, ancienne ministre de la Justice, et numéro 2 de la liste Yamina, ou encore la ministre de l'Intégration Pnina Tamano-Shata. Un seul espoir néanmoins en cette période électorale, que les élections législatives du 23 mars prochain permettent de faire évoluer ces tendances. Et voici un portrait à présent. Elle a interviewé Yitzhak Rabin alors qu'elle n'avait que 14 ans. Depuis, elle fait partie du paysage télévisuel israélien. Ça fait 20 ans qu'elle est journaliste pour la 2e chaîne israélienne. Et elle est l'une de mes références quand on parle de journalisme ici en Israël. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle est orthodoxe, de droite, dans un monde journalistique souvent hostile aux têtes couvertes, aux autres signes extérieurs de religiosité ici aussi en 2021 en Israël. Sivan Rav Meir, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, est-ce que vous vous sentez représentative de la femme israélienne d'aujourd'hui ? Bonjour depuis Jérusalem. La question elle-même indique qu'il y aurait une seule manière d'être une femme israélienne. Ce n'est pas le cas, car il y a une variété incroyable, fantastique de femmes israéliennes de toutes sortes, et j'en fais totalement partie. Autrefois, lorsque j'étais petite fille, il y avait peut-être un prototype d'israélienne. À l'époque, j'étais une fille laïque, de gauche, ashkénaze, habitante de la ville d'Herzliya. Et j'étais la fille de la télé, à qui on faisait appel pour représenter les jeunes israéliennes. Ce n'était pas bien, car il y a des enfants de toutes couleurs, de toutes convictions religieuses, de tout secteur, de tout endroit. Je pense qu'il serait bon de représenter cette diversité et de la prouver. Justement, comment vous la voyez évoluer, la femme israélienne dans sa version 2021 ? Ceux qui disent qu'Israël devient plus religieux ont raison. Ceux qui disent qu'Israël devient plus laïque ont raison eux aussi. Il y a deux processus parallèles. Bien sûr, moi-même, je suis religieuse. Je le suis devenue. Je suis pour un retour à nos racines, à ce que nous sommes, sans coercition, même avec amour, car avec mes yeux, c'est ce que nous sommes venus bâtir ici ensemble. Mais les évolutions en Israël sont vraiment parallèles. C'est déconcertant, mais voilà, enchanté. Je vous présente le peuple juif. J'ai un problème avec les médias qui ne parlent que de l'évolution vers la religion et qui en parlent négativement, sans faire attention qu'il y ait aussi une évolution dans l'autre sens, dans le sens libéral, d'une manière très extrême. J'étais une enfant laïque en Israël. La réalité d'aujourd'hui est très différente de ce côté-là également. Disons-le de cette manière, tout ce que vous pourriez écrire sur la société israélienne sera juste. Il faut juste penser à ce qu'à un niveau personnel vous aimeriez promouvoir. Quelles sont les tendances que vous aimeriez renforcer ? Sivan, on a des voisins qu'on apprend à découvrir sur ce plateau aussi. Qu'est-ce que selon vous, on a à apprendre de ces sociétés et elles de nous ? Oui, nous avons de nouveaux voisins dans le quartier, 4 pays musulmans, et ces accords me touchent beaucoup. Je pense que l'essentiel, c'est leur nom, les accords d'Abraham, pas les accords d'Oslo qui viennent de Norvège. Les accords d'Abraham, c'est d'ici, du Moyen-Orient. Nous sommes tous des enfants d'Abraham, c'est très émouvant, c'est la racine, l'essence même de ce que nous sommes et de ce qu'eux sont. Nous sommes des cousins qui devons vivre en paix dans cette région. Et ils admirent notre histoire, c'est émouvant, et je le constate dans les messages que moi-même je reçois depuis ces pays. Nous sommes une source d'inspiration sans intervention étrangère, sans restitution de part de nos terres, sans renonciation, sans contrôle international, sans qu'il y ait besoin de leur demander d'arrêter de faire exploser des autobus, comme c'était le cas dans mon enfance pendant la période des accords d'Oslo, mais par confiance en soi, la leur et la mienne. Ils ont leur identité, nous la respectons, nous avons beaucoup à apprendre d'eux et eux de nous. Cela me rend très optimiste et j'espère que cela ne s'arrêtera en raison de considérations politiques. Ces accords devaient être conclus et c'est un vrai plaisir que ce soit le cas maintenant. Merci beaucoup, Sivan, pour cette réaction chez nous dans Conversation. Alors, Angela, je vous voyais sourire à ce que disait Sivan depuis Dubaï. Ça vous parle ? Oui, bonjour à tous. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui, particulièrement au jour de la femme. Écoutez, moi, j'ai grandi entre l'Égypte, le Liban, bien sûr Israël et maintenant les Émirats. Et bien sûr, ça me parle énormément parce qu'une des choses qu'elle a dit, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, je pense que l'une des choses les plus importantes pour les femmes, c'est de pouvoir choisir ce qu'elles veulent être. Être religieux, ne pas être religieux, être dans les pays arabes ou dans les pays occidentaux et de pouvoir vivre sa vie comme on veut, de travailler ou d'élever ses enfants ou les deux. Et c'est vraiment avoir la liberté de choix qui est vraiment quelque chose qui est très important et qui pour moi est un grand progrès qui n'est pas encore dans tous les pays du monde, qui n'est pas encore partout. Enfin, moi, je pense toujours à mon enfance en Égypte où ce n'est pas encore le cas, par exemple, où il y a énormément un esprit très conservateur là-bas.
Au Liban, en parallèle, la femme est assez libérée, elle est très éduquée, elle va énormément aller à l'université, mais elle n'a pas vraiment de position d'autorité ou de gouvernement. C'est quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Et c'est quelque chose qui pourrait très bien pour ce pays, qui le ferait très bien évoluer, d'ailleurs, particulièrement en ce moment, avec toute la corruption qu'on a et tous les problèmes politiques. Et ensuite, j'arrive maintenant aux Émirats. Et aux Émirats, j'arrive dans un pays arabe, un pays musulman, où les femmes ont un pouvoir énorme, que ce soit au niveau des affaires, au niveau du secteur privé, ou que ce soit au niveau du gouvernement. Et ça vient vraiment de la culture à l'origine de la création des Émirats unis. Sheikh Zayed, quand il a vraiment formé les Émirats unis, il a dès le début dit les femmes doivent être éduquées autant que les hommes, elles doivent aller à l'école, à l'université autant que les hommes, qui pour cette partie du monde était vraiment quelque chose de très nouveau. Et elles doivent faire partie de la vie professionnelle au même titre que les hommes dans le pays et avoir un pouvoir économique fort. Donc c'était quelque chose qui était assez révolutionnaire, je pense, dans cette région. Et aujourd'hui, on en voit les effets, on en voit les fruits aux Émirats. Mickaël, les cultures vis-à-vis de la femme, elles sont très différentes et Angela nous l'a rappelé, mais du coup, ça nous en apprend aussi beaucoup sur l'homme. Oui, ça nous apprend aussi beaucoup sur l'homme, ça nous apprend aussi beaucoup sur le fait que, justement, ce qui est très intéressant, et ce qu'a dit aussi votre invité journaliste tout à l'heure était absolument fondamental, en disant que c'est effectivement les accords d'Abraham qui unifiaient aujourd'hui des nouvelles sociétés. Eh bien, je pense que ce serait intéressant et ce serait important justement de pouvoir avoir aussi une réflexion, je dirais, spirituelle, ou sur la parité spirituelle qui pourrait aussi évoluer dans la société musulmane comme dans la société juive. Eh bien, il y a aussi un problème, je dirais, de parité de la place de la femme dans le monde religieux, dans sa capacité à pouvoir aussi être un guide religieux. Il y a, on ne l'évoque pas ce soir, mais je vais l'évoquer, il y a aussi tout le courant du judaïsme libéral qui, notamment aux États-Unis, donne la possibilité aux femmes de conduire des offices. En France, nous avons Delphine Orviller qui, elle, justement, représente ce courant libéral et qui, en ce moment, d'ailleurs, depuis quelque temps, essaye, et certainement va arriver un jour, à entrer dans les instances du consistoire, pour vous dire si tout ça évolue. Dans les sociétés musulmanes, les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans les cimetières, n'assistent pas aux obsèques. Tout cela, il faudrait aussi que, je dirais, les sommités spirituelles de ces pays et de cette région puissent aussi faire évoluer la loi. En hébreu, on sait que le mot loi veut dire aussi évolution, mouvement, aller. Eh bien, je pense qu'il faudrait avoir cette audace de pouvoir aussi le faire sur ce terrain-là. Lali, vous êtes pour ? Oui, bien entendu que je suis pour et je rejoins complètement ce que dit Mickaël. Ce qui est assez intéressant, encore une fois, on revient toujours sur le même schéma, c'est qu'aujourd'hui nous avons des femmes orthodoxes et pas seulement des femmes libérales ou conservatives qui demandent justement leur place, qui demandent d'étudier. Il y a des yeshivot, des instituts d'études talmudiques, d'accord, pour femmes aujourd'hui complètement orthodoxes, menées par des femmes orthodoxes, des femmes rabbins. Il y a de plus en plus de femmes rabbins. Rien que cette semaine, la semaine dernière, le journal Le Globe a nommé les 50 femmes les plus influentes d'Israël. Parmi elles, la rabbinite Yemima Mizrahi, une femme orthodoxe qui porte le chapeau, qui est complètement, qui a certains qualifieraient d'ultra orthodoxe, mais qui est complètement sur le devant de la scène en Israël. On a de plus en plus de femmes qui, encore une fois, sans peut-être brandir le drapeau féministe, font des révolutions qui sont évolutionnelles, qui ne sont pas des révolutions avec fémènes et poitrine à l'air, mais pas du tout, au contraire. Aux gilets jaunes comme... voilà, c'est pas des révolutions genre gilets jaunes, c'est des révolutions, c'est des évolutions petit à petit, et on voit que ça fonctionne, puisque même Sivan Rahav Meir en est l'exemple parfait, puisque cette femme orthodoxe qui est tous les jours sur la chaîne la plus populaire d'Israël, il y a la rabbinite Yemima Mizrahi et encore beaucoup de femmes orthodoxes qui se mettent sur le devant de la scène sans brandir de drapeau, mais qui font évoluer les consciences de manière incroyable. C'est vraiment la goutte d'eau qui réussit à chaque fois avec persistance à rompre la pierre. Voilà, exactement. Et les cœurs aussi, pas seulement les pierres, les cœurs aussi. Et je pense que c'est assez extraordinaire parce qu'encore une fois, on a tellement, nous femmes, à apporter. Je veux dire que
ça devrait même pas être notre combat, le fait que nous soyons sur le devant de la scène. Ça devrait être le combat du monde entier parce qu'on a tellement, nous, à apporter avec notre approche justement si extraordinaire et qui vient, oui, moi je suis pas une féministe qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, qui vient de nos différences, de notre différence, qui vient du fait que nous soyons des mères, qui vient du fait que nous soyons des épouses, que nous sachions faire des concessions parce que nous avons le but qui le but final est toujours devant nous, qui savons élever les personnes, justement élever ses enfants, on appelle ça élever ses enfants, on sait élever les consciences, on sait élever les personnes autour de nous, et je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, et que si seulement on nous laissait l'occasion d'être un peu plus sur le devant de la scène, on ferait des choses extraordinaires et le monde entier en serait crédité. On gagnerait. Nathalie, justement, le corona, ça a peut-être un peu changé la donne. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas est-ce qu'on nous laisserait, c'est aux femmes justement à prendre la place et à le faire naturellement. Comme on disait, pas de révolution, évolution. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose dans le monde des entrepreneuses justement, puisque moi c'est celle que je suis de près, et le corona aujourd'hui nous a obligés à pivoter. On est obligé de faire les choses de la maison, on est obligé de faire les choses en ligne, on peut plus sortir, on peut plus se rencontrer, et les femmes justement, on parlait tout à l'heure de cette Startup Nation, de comment les femmes ont développé leur business voulant aussi préserver leurs valeurs de mère au foyer, de mère présente pour leurs enfants. Elles s'étaient tournées souvent déjà vers des business en ligne, vers des facilités de pouvoir travailler de la maison. Et maintenant que le corona est venu, c'est les maris qui se sont tournés un petit peu vers ces femmes-là et qui ont dit, ah ben tiens, finalement ça marche, finalement on peut faire de l'argent en ligne. Et moi je vois, même chez les gens que j'accompagne, et cette tendance qui est de plus en plus prononcée, où finalement les maris rejoignent leurs femmes dans les business parce qu'ils ont vu justement le potentiel, et parce qu'aujourd'hui être salarié, c'est plus aussi sûr que ça l'était avant. Et donc ces femmes, c'est justement comme ce que disait Lali, ces femmes qui faisaient les choses un peu par en bas, par en dessous, on pouvait considérer que leur business c'était un petit peu un hobby pour les occuper, et finalement aujourd'hui c'est le business qui ramène de l'argent à la maison, c'est le business qui c'est l'homme qui en est devenu l'associé. Exactement. Et donc le corona nous a permis justement d'asseoir cette force-là. Angela, vous avez aussi ce sentiment que cette période particulière pour tous, elle a permis de casser les lignes, d'enlever certaines frontières. J'aimerais vraiment être aussi positive sur ce point en particulier, mais hélas, ce que j'ai vu énormément dans plusieurs industries, plusieurs secteurs, c'est que durant le corona, parce qu'il y a eu un besoin bien sûr d'éduquer les enfants à la maison et de faire du homeschooling, ce que moi en tout cas je faisais déjà depuis le début, donc ça n'a pas changé notre mode de vie à nous, mais pour beaucoup de couples, ça a énormément changé le mode de vie de devoir éduquer les enfants à la maison. Souvent les femmes ont freiné leur concentration sur leur carrière et sont retournées à être vraiment la personne responsable avant tout de l'éducation des enfants. Et moi, au contraire, j'ai eu peur que dans pas mal de nos secteurs, on l'a vu aussi parmi pas mal de personnes qui travaillent pour nous dans nos entreprises et dans nos projets, où il y a eu vraiment un moment donné où les femmes ont moins pu se concentrer en fait sur leur progression professionnelle, et elles ont décidé de s'occuper plus de, bien sûr, quelque chose d'absolument essentiel qui était de leurs enfants, alors que les hommes sont restés sur un mode plus full-time, plus à plein temps sur leur travail. Donc, à voir quels vont être les chiffres par rapport à ça, mais j'ai eu de manière anecdotale beaucoup de retours là-dessus qui au contraire m'ont fait un petit peu peur par rapport à ça. Merci Angela. On retourne à Bahreïn vers Arnaud. Arnaud, je voudrais continuer avec la discussion qu'on avait tout à l'heure justement sur les préjugés français notamment sur les sociétés du Golfe. On y découvre des pays, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, le Koweït en voie, et vous l'avez dit, de modernisation rapide. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage de perception ? Alors, ce décalage, il est double. Il y a une première chose qui paraît évidente, c'est la rapidité. C'est que personne ne l'attendait. Personne n'attendait une telle vitesse, notamment en Arabie Saoudite, mais les Émirats Arabes Unis, le Koweït, etc. ont suivi. Autrement dit, on n'y a pas fait attention. Même ceux qui habitent sur place ont du mal à y croire et ont du mal à le concevoir. Ils se disent, c'est pas possible, il va y avoir un retour de flamme. Mais il y a tellement de cliquets qui sont passés que le retour de flamme est maintenant quasiment impossible. L'autre chose, c'est qu'on est dans une région, et en tant qu'Israélien, vous le savez bien,
où les préjugés négatifs sont extrêmement nombreux. Alors, ils sont extrêmement nombreux. Sur les monarchies du Golfe, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles ont souvent fait ce qu'il fallait pour avoir ce genre de préjugés, mais on a également des préjugés qui sont également colportés par une partie de nos immigrés en France qui viennent d'Afrique du Nord et qui ont souvent eu de très mauvaises expériences avec les gens du Golfe, qui se comportent parfois dans ces pays un petit peu de manière déplacée. Certaines personnes, attention, je ne généralise absolument pas. Mais par contre, oui, il y a aussi une certaine guerre autour de l'arabité, qui est plus arabe que l'autre, etc., etc. Et donc, nous, les personnes qui détiennent l'arabité en France, qui sont souvent des immigrés d'origine nord-africaine, ont tendance à avoir un regard un petit peu sévère, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les pays du Golfe. Et comme on y va assez peu, forcément, on est mal placé pour le vérifier. Ouais. Alors, la culture du Golfe aussi, elle est très imprégnée de religion, mais pour autant, ces femmes, elles arrivent à faire une certaine séparation. Est-ce que c'est avec notre regard d'occidental qu'on surévalue toujours le rôle dans le Golfe de la religion ? Oui, c'était pas une grande surprise. C'est pas une grande surprise ma réponse. Par contre, c'est une de mes trouvailles, clairement, et c'est ce que j'explique clairement dans le livre. On a tendance à regarder ces pays avec des yeux très islamisés entre guillemets, ne serait-ce que par leur tenue vestimentaire. À un moment, ça paraît aussi évident. Toujours est-il que quand on leur pose la question, elles sont très dans la didactique du choix. C'est-à-dire que je choisis. L'islam, c'est plein de contraintes, mais je choisis mes contraintes. Et je ne souhaite pas que ma religion me handicape dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et ça, on me le dit tout le temps. C'est-à-dire que je suis musulmane, j'ai ma foi, mais par contre, cette foi ne me dérangera pas et je ne veux pas qu'elle me dérange et je ne veux pas qu'elle gêne mon émancipation. Et ça, c'est une vraie révolution et c'est un petit peu le contraire de ce qu'on peut entendre chez nous de la part de musulmans qui sont parfois un peu trop engagés, pour ne pas dire de la part d'islamistes. Ouais, et justement, notamment avec aussi l'histoire du voile. C'est un thème très sensible en France. Il joue quoi comme rôle dans les pays du Golfe ? Alors justement, moi j'étais parti bêtement avec l'idée du voile à l'européenne. C'est-à-dire qu'une musulmane européenne qui se met à se voiler, elle considère que c'est Dieu qui la surveille. Donc à aucun moment elle ne va trahir Dieu. C'est-à-dire que même quand elle est très isolée, elle ne va pas l'enlever. Ici, bien sûr, elles me disent je porte le voile parce que je suis musulmane. Puis quand on travaille un petit peu tout ça, elles me disent je porte le voile parce que dans ma famille tout le monde porte le voile. Je porte le voile parce que c'est un petit peu culturel, etc., etc. Autrement dit, elles sont beaucoup moins gênées quand on est en classe, quand on est entre nous, etc., de l'enlever. Parce que la limite, quand la société ne les surveille pas, quand la société n'est pas là pour contrôler, pour effectuer son contrôle, on est beaucoup moins nerveux par rapport à ça. Et lutter contre la société, changer la société, on ne lutte pas, changer la société, c'est beaucoup plus facile que changer Dieu. Voilà, ça paraît bête en le disant comme ça, mais oui, ici, le voile est davantage un accessoire culturel, à connotation religieuse évidemment, mais la dimension religieuse n'est pas prédominante. Et je pense que c'est un petit peu le contraire de ce qui se passe en France. Très très intéressant. Alors, La femme et l'avenir du Golfe, c'est votre livre, il a été reçu comment cet ouvrage ? Alors, il a été très bien reçu en France, il a été reçu dans le monde francophone. Après, ici, il a été bien reçu en Israël, puisque, alors on va le dire maintenant, c'est aussi parce que ce livre a été lu, notamment sur i24 que je suis ici. Il a été relativement bien reçu en Arabie Saoudite également, puisque un journal francophone saoudien me demande régulièrement d'écrire des articles. Par contre, au sein de la population, parfois, il y a un vrai... je dois faire preuve de pédagogie, parce que ce livre est écrit pour des Occidentaux. C'est-à-dire que quand je parle de religion, quand je parle de voile, quand je parle de polygamie, etc., ça crispe un peu ici, et c'est un petit peu normal. C'est un œil d'anthropologue, entre guillemets. Je ne suis pas anthropologue, mais ce regard d'anthropologue qui décrit leur vie quotidienne est parfois assez mal vécu. Voilà. Après, sur les conclusions et sur l'idée générale, il est très bien accueilli. Il y a quelques chapitres, si je devais le traduire, je pense que je les allégerais un petit peu. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour toutes ces précisions. Et je crois que ce soir, vous devez rencontrer une certaine princesse. Alors, belle journée de la femme à vous avec les princesses du royaume. Merci.
Retour avec nos princesses ici. Angela, vous vouliez réagir sur ce que disait Arnaud, entre cette dichotomie toujours entre religion et carrière. Oui, écoutez, ce qu'a dit Arnaud est absolument correct. Juste un point, c'est dans les pays du Golfe, bien sûr, il y a, en tout cas aux Émirats arabes unis, il y a une population qui est quand même assez riche. Le niveau socio-économique est assez élevé. Et plus le niveau socio-économique est élevé, plus on sent qu'il y a la possibilité pour les femmes d'avoir un choix, de vivre leur carrière, de vivre leur vie de manière religieuse ou non, de la manière dont elles le veulent, port du voile, et de le relaxer quand elles veulent le relaxer. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez important, je pense, à souligner dans les pays du Moyen-Orient. C'est avec le développement socio-économique vient beaucoup plus d'acceptance de la liberté des femmes et les femmes prennent leur liberté de manière bien plus proactive. Ici aux Émirats, on en a parlé dans votre documentaire au début de l'émission, il y a quand même 9 femmes ministres sur 31. C'est à peu près 30% des ministres, 29% des ministres sont des femmes. Et c'est pas des postes ministériels bidons, je dirais. C'est le ministre de la coopération internationale que les Israéliens connaissent bien, vu qu'on a été directement en contact avec eux sur les accords. Ça a été aussi sur la sécurité alimentaire, qui est un point très important pour cette région. Donc, Mariam, la sécurité alimentaire, est une personne exceptionnelle. Et ministre des sciences avancées, des sciences de pointe, est aussi une femme. Et il y a un autre ministère que j'aime beaucoup, beaucoup, juste pour son titre, et qui est vraiment pas bidon, et qui, au contraire, fait énormément de choses, de progrès pour la région. C'est le ministre d'État du bonheur et du bien-être. Ah oui, ça, on avait entendu parler de ce ministère. Je ne savais pas qu'il y en avait un aux Émirats. Merci Angela. Michael, ça vous fait sourire, mais on va quand même vous laisser le mot de la fin de cette émission, pas consacrée aux femmes, mais consacrée à cette journée et à ces discussions surtout. Oui, et puis avec une question, est-ce que cette journée internationale des droits des femmes, pour les prochaines générations, auront encore un sens ? On a connu la génération Y, qui était celle en quête de sens. On vit aujourd'hui avec une nouvelle génération qu'on appelle la génération Z, qui est celle de la radicalité, de la mouvance, du mouvement, qui veut tout changer, qui passe à l'action et qui n'est pas uniquement dans une forme de contemplation. Eh bien, de ce point de vue-là, on se demande, même au sein de cette génération, s'il y a encore des perceptions de différence entre les hommes et les femmes, entre ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui, aujourd'hui, mettent en place des nouvelles actions qui changent la vie de l'entreprise, qui changent la vie du pays, qui ont une approche beaucoup plus radicale et qui, même parfois, ont un risque de fracture avec les codes des anciennes générations. Donc, est-ce qu'une journée internationale des droits des femmes, dans 15-20 ans, ça aura encore un sens ? Je ne sais pas. Et ça voudra certainement dire qu'effectivement, la véritable évolution aura été là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de journée internationale des droits des femmes. Bravo. Allez, Lali, Nathalie, il n'y en aura plus besoin. Vous applaudissez. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est le jour où on n'aura plus besoin de journée de la femme, ou en tout cas la journée des droits de la femme, et ben on aura une victoire, et c'est exactement ça, tout à fait. Et voilà, on termine sur une note positive. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous pendant cette heure de conversation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations. En attendant, vous avez rendez-vous avec Jean-Charles Banoun pour les infos. Très belle soirée à vous sur iTunes.